Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit vraiment. Pas ton médecin. Pas tes proches. Pas les articles que tu as lus à 3 heures du matin en cherchant désespérément une solution. Ce que tu vis en ce moment, cette lutte silencieuse que tu mènes parfois depuis des années, ce n'est pas une question de manque de volonté. Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas parce que tu es faible, ou mauvais, ou différent des autres. Ce que tu vis est bien plus profond que ce que tu imagines. Et si personne ne t'a expliqué ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, alors chaque tentative d'arrêter sera comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Tu peux te battre. Tu peux promettre. Tu peux tenir 2 jours, 5 jours, parfois plus. Et puis quelque chose se passe. Une émotion. Une pensée. Un moment de fatigue. Et tu te retrouves exactement là où tu ne voulais plus être. Ce n'est pas de ta faute de ne pas comprendre. Mais aujourd'hui, ça va changer. Parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est la vérité que la plupart des gens évitent d'entendre. La vraie raison pour laquelle c'est si difficile d'arrêter. Et ce que tu peux vraiment faire pour que ta vie bascule enfin dans une autre direction. Tu sais ce que c'est, cette sensation. Tu te couches le soir avec une promesse. Demain, c'est terminé. Cette fois, c'est la bonne. Tu l'as dit tellement de fois que les mots ont presque perdu leur sens, mais tu y crois encore, parce que tu n'as pas d'autre choix que d'y croire. Le matin arrive. Tu tiens. Tu te dis que ça va, que tu es capable, que cette fois c'est différent. Puis la journée avance. Peut-être que tu as eu une conversation difficile. Peut-être que tu t'es senti seul. Peut-être qu'il ne s'est rien passé de particulier, juste cette fatigue creuse qui s'installe en fin d'après-midi, ce vide que tu ne sais pas vraiment nommer. Et avant même d'avoir réalisé ce que tu faisais, c'était déjà trop tard. La honte arrive toujours après. Elle a ce goût particulier, amer et lourd, qui te colle à la peau pendant des heures. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas vraiment l'homme ou la femme que tu voulais être. Il y a cette voix intérieure qui dit des choses cruelles, des choses que tu ne dirais jamais à quelqu'un d'autre. Tu t'en veux. Pas juste pour ce que tu as fait, mais pour avoir encore échoué. Pour avoir encore brisé ta propre promesse. Et la culpabilité se mélange à quelque chose d'encore plus difficile à porter. La solitude. Parce que tu ne peux pas vraiment en parler. Pas à tes amis. Pas à ta famille. Peut-être même pas à ton partenaire, si tu en as un. Alors tu portes tout ça seul. Tu souris en public. Tu participes aux conversations. Tu fais semblant que tout va bien. Et à l'intérieur, tu vis une autre vie. Une vie parallèle que personne ne voit. Ce sentiment de double vie est épuisant d'une façon que les mots peinent à décrire. Ce n'est pas juste la fatigue physique. C'est cette énergie constante que tu dépenses à maintenir 2 versions de toi-même. Celle que le monde voit. Et celle que tu caches. Pense à Lucas, 28 ans, ingénieur, quelqu'un que tout le monde admire au bureau pour son sérieux et sa rigueur. Le soir, dans son appartement silencieux, il vit quelque chose de complètement différent. Il a essayé d'arrêter 17 fois en 3 ans. Il compte. Il se souvient de chaque tentative, de chaque rechute, de chaque matin où il s'est réveillé avec cette sensation de honte collée au plafond. Pense à Amina, 32 ans, une femme forte, indépendante, quelqu'un qui a toujours réussi ce qu'elle entreprend. Elle aussi se bat contre ça. Et elle pense qu'elle est la seule femme dans cette situation, ce qui rend sa solitude encore plus profonde. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens, cette spirale de promesses, de rechutes, de honte et de recommencement, est l'expérience de millions de personnes qui vivent exactement ce que tu vis, en ce moment même, dans le silence de leur chambre ou de leur bureau. Maintenant je veux t'expliquer quelque chose d'important. Quelque chose que la plupart des approches pour arrêter ne te disent jamais vraiment. Parce que si tu comprends ce qui se passe dans ton cerveau, tu cesseras enfin de te battre contre toi-même avec des armes qui ne peuvent pas gagner cette guerre. Tout commence avec un mot que tu connais peut-être. La dopamine. C'est une molécule que ton cerveau produit naturellement. Elle est associée au plaisir, à la motivation, à la récompense. Quand tu manges quelque chose que tu aimes, quand tu reçois un message d'une personne qui te plaît, quand tu accomplis quelque chose dont tu es fier, ton cerveau libère de la dopamine. C'est normal. C'est humain. C'est ce qui te pousse à aller de l'avant, à chercher, à désirer. Mais voilà ce qui se passe avec le contenu pornographique. Le niveau de stimulation est artificiel. Il dépasse de loin ce que ton cerveau rencontrerait dans la vie réelle.
C'est comme si tu avais passé ta vie à boire de l'eau, et qu'on t'avait soudainement donné accès à une boisson 100 fois plus sucrée, disponible à tout moment, en quantité illimitée, sans effort et sans conséquence immédiate apparente. Ton cerveau, qui est conçu pour s'adapter à son environnement, commence à se recalibrer. Il s'habitue à ce niveau de stimulation. Et progressivement, les choses normales de la vie, une conversation intime, un moment de connexion réelle, une activité qui te plaisait avant, commencent à paraître fades, moins intéressantes, moins capables de remplir ce vide. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité neurologique. Les chercheurs ont observé dans des études d'imagerie cérébrale que le cerveau de personnes qui consomment régulièrement de la pornographie montre des changements similaires à ceux observés chez des personnes dépendantes à des substances. Le circuit de la récompense se reconfigure. Le seuil de stimulation nécessaire pour ressentir du plaisir augmente. Et quand tu essaies d'arrêter, ton cerveau passe par ce qu'on pourrait appeler un manque. Pas forcément physique comme celui d'une drogue, mais psychologique et neurologique. Un inconfort réel. Une irritabilité. Une incapacité à te concentrer. Un sentiment de vide que rien ne semble pouvoir combler. Et c'est là que la volonté seule montre ses limites. Imagine que tu essaies de ne pas penser à manger pendant 3 jours. Tu pourrais tenir quelques heures avec beaucoup d'efforts. Mais à un moment, la biologie prend le dessus. Ton cerveau envoie des signaux de plus en plus forts. La résistance devient insurmontable. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la physiologie. La dépendance au contenu pornographique fonctionne selon un principe similaire, avec une couche supplémentaire de complexité. Elle est disponible partout. Elle est gratuite. Elle est privée. Contrairement à d'autres addictions, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de complices. Elle est là, dans ta poche, à portée d'un doigt, à 3 heures du matin quand tu n'arrives pas à dormir, à midi quand tu as eu une mauvaise réunion, à n'importe quel moment de vulnérabilité émotionnelle. Il y a aussi quelque chose que les spécialistes appellent les déclencheurs. Ce sont des situations, des émotions, des états internes qui activent automatiquement l'envie. Le stress. L'ennui. La tristesse. La solitude. L'anxiété. Le sentiment de rejet. La fatigue profonde. Ces déclencheurs sont souvent si bien ancrés dans le fonctionnement automatique du cerveau que tu n'as même pas conscience du chemin entre l'émotion et le comportement. Tu ne décides pas vraiment. Tu réagis. Et voilà pourquoi tant de personnes échouent malgré leurs meilleures intentions. Elles s'attaquent au comportement sans comprendre ce qui le nourrit. Elles essaient d'arrêter sans avoir d'abord compris pourquoi elles commencent. C'est comme couper les fleurs d'une mauvaise herbe sans jamais toucher aux racines. Ça repousse. Toujours. Mais il y a une dimension de ce combat que la psychologie et les neurosciences seules ne peuvent pas entièrement expliquer. Il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui touche à l'âme. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui vivaient cette lutte. Et ce qui revenait toujours, sous des formes différentes, avec des mots différents, c'était la même chose. Un vide. Un manque que rien ne semblait remplir. Un besoin de quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Quand tu creuses sous la surface du comportement, tu trouves presque toujours une blessure. Parfois ancienne, parfois enfouie sous des années de normalité apparente. Un enfant qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. Un adolescent qui n'a jamais appris à exprimer ses émotions, à qui on a toujours dit que les larmes étaient une faiblesse. Une personne qui a vécu un rejet profond, une trahison, une perte, et qui a trouvé dans le contenu pornographique un espace de pseudo-contrôle, où elle pouvait décider de tout, où personne ne pouvait la blesser, où la connexion était disponible sans risque. Pense à Théodore. 40 ans. Marié depuis 15 ans, père de 2 enfants. En surface, une vie réussie. En dessous, une solitude profonde qu'il n'a jamais su nommer. Il aimait sa femme, mais quelque chose dans leur relation était devenu mécanique, distant. Il ne savait pas comment briser ce mur. Il ne savait pas demander ce dont il avait besoin. Alors il cherchait ailleurs ce qu'il ne savait pas demander à la vraie vie. Ce n'était pas une question de morale. C'était une question de blessures non traitées et de manque d'outils pour y faire face. Pense à Solange. 25 ans. Elle avait grandi en voyant sa mère encaisser la violence silencieuse de son père. Elle avait appris très tôt que l'amour était quelque chose de dangereux, quelque chose qui blesse. Alors les relations réelles lui faisaient peur. Le contenu pornographique était devenu un substitut.
Une façon d'approcher l'intimité sans jamais vraiment s'exposer. Sans jamais vraiment risquer d'être blessé. Le vide intérieur que beaucoup de personnes cherchent à combler avec le porno n'est pas toujours lié à la sexualité. Il est souvent lié à un manque de sens, à un manque de connexion authentique, à un manque d'amour de soi véritable. Ce dernier point est peut-être le plus important et le moins souvent abordé. L'amour de soi. Pas le narcissisme superficiel. Pas la confiance en soi performée. Mais cette capacité profonde à se regarder avec bienveillance, à reconnaître sa propre valeur sans condition, à croire que l'on mérite d'être bien traité, y compris par soi-même. Quand cet amour de soi est absent ou abîmé, le comportement compulsif devient une forme d'automédication, une façon de gérer une douleur que l'on n'a jamais appris à traverser autrement. Et tant que cette blessure reste dans l'ombre, non vue, non reconnue, non traitée, elle continue d'alimenter le cycle. Comme une flamme cachée sous les braises. Elle attend. Elle ne s'éteint pas d'elle-même. Alors qu'est-ce qui change tout réellement? J'ai vu des personnes se libérer de cette dépendance après des années de lutte. Et ce qui était commun à presque tous n'était pas une technique particulière, pas une application, pas une méthode en 5 étapes. C'était un changement de regard, un moment où quelque chose en eux s'était retourné. Pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le vrai déclic ne vient pas de la honte. La honte t'a déjà accompagné pendant longtemps et elle ne t'a pas libéré. Elle t'a peut-être ralenti, mais elle ne t'a pas transformé. Le vrai déclic vient d'une forme de compassion pour toi-même. D'une décision de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur, sans te juger, sans te condamner, juste pour comprendre. Marc avait 35 ans quand quelque chose a changé pour lui. Il était dans la douche un matin après une rechute, et au lieu de s'insulter intérieurement comme il le faisait toujours, quelque chose lui a dit. Qu'est-ce que tu cherches vraiment en ce moment? Pas comme une accusation. Comme une vraie question. Et pour la première fois, il s'est arrêté. Il a répondu honnêtement. Il cherchait à ne pas ressentir la pression de sa vie professionnelle qui l'étouffait. Il cherchait un espace de relâchement parce qu'il ne savait pas comment se reposer autrement. Cette prise de conscience ne lui a pas tout réglé d'un coup, mais elle a été le début de quelque chose de réel. Parce qu'à partir de ce moment, il a commencé à s'attaquer à ce qu'il cherchait, et non plus seulement à ce qu'il faisait. La guérison dans ce domaine n'est pas juste une histoire d'arrêter un comportement. C'est une reconstruction intérieure. C'est apprendre à ressentir les émotions difficiles sans immédiatement chercher à les fuir. C'est construire des espaces de vraie connexion, avec les autres et avec soi-même. C'est apprendre à se reposer, à se nourrir, à s'aimer d'une façon qui ne passe pas par la fuite. C'est parfois aller chercher du soutien. Pas parce qu'on est brisé, mais parce qu'on mérite d'être accompagné. Un thérapeute, un groupe de parole, une communauté bienveillante. Ces choses ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont des preuves de courage. Et il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce chemin. Pas au sens religieux nécessairement, même si pour certains cette dimension est centrale. Au sens d'un retour à soi. D'une reconnexion avec ce que tu es réellement, en dehors des masques, en dehors des hontes, en dehors des comportements qui t'ont éloigné de toi-même. Il y a en toi quelque chose qui aspire à la liberté. Quelque chose qui aspire à vivre pleinement, à aimer réellement, à être présent dans ta propre vie. Et cette partie de toi n'a jamais abandonné. Même quand toi tu avais parfois envie de tout lâcher. Je veux te dire quelque chose avant de terminer. Quelque chose que j'aimerais que tu entendes vraiment, dans le fond de toi. Ce chemin que tu traverses, cette lutte que tu mènes souvent dans le silence et la solitude, elle a une valeur que tu ne vois peut-être pas encore. Chaque fois que tu t'es relevé après une rechute, tu as montré quelque chose. Chaque fois que tu as recommencé malgré la honte, tu as prouvé quelque chose sur ta nature profonde. Tu n'es pas quelqu'un qui abandonne. Tu es quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le bon chemin. Il y a une différence immense entre ces deux choses. La liberté n'est pas un état que tu atteins un jour et qui reste pour toujours sans effort. C'est quelque chose que tu construis, jour après jour, décision après décision, moment de conscience après moment de conscience. Et tu n'as pas à tout régler d'un seul coup. Tu n'as pas à être parfait demain matin. Tu as juste à faire le prochain pas honnête. Regarder la prochaine blessure avec un peu plus de douceur. Chercher la prochaine connexion vraie avec un peu plus de courage. Ce que tu cherches vraiment, derrière tout ça, c'est une vie dans laquelle tu te sens vivant. Présent. Aimé et capable d'aimer. Une vie dans laquelle tu n'as plus besoin de te cacher. C'est possible. Pas comme une promesse en l'air.
comme une réalité que des milliers de personnes ont atteinte avant toi, qui vivaient exactement ce que tu vis, qui portaient exactement ce que tu portes. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, alors partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Réalité Invisible. Parce que ce que nous explorons ici, c'est exactement ça. Les vérités profondes que la surface ne montre jamais. Et la prochaine fois que tu te retrouves dans ce moment difficile, avant de plonger, pose-toi juste une question. Ce que je cherche en ce moment, est-ce que je peux le trouver autrement? La réponse est oui. Elle a toujours été oui. Tu commences juste à l'entendre.